Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette dernière journée du salon. On va enchaîner les conférences toute la journée, beaucoup de sujets passionnants, intéressants. Un premier sujet absolument capital, c'est celui de l'attractivité des métiers du tourisme. On est, on le sait, dans une chronique, un déficit d'attractivité chronique, en tout cas de ces métiers, à la fois pour les salariés et pour les jeunes, et malgré d'ailleurs le retour de l'activité, puisqu'on l'a vu, 2023 est une très bonne année pour les professionnels du tourisme, mais ça souffre toujours de ce déficit chronique d'attractivité. On va essayer de savoir quelles sont les dernières tendances, quels sont les derniers chiffres, et puis essayer de voir un peu quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient essayer de changer, modifier ça, modifier cette tendance qui dure depuis des années, malheureusement. Alors pour en débattre, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir de ma gauche vers ma droite Hervé Tillemont, qui est le directeur général du CETO. Bonjour Hervé, vous serez accompagné à votre gauche de Jean-Charles Franchaume. Jean-Charles est le cofondateur du CDMV, le collectif de défense des métiers du voyage, collectif qui rassemble, et c'est un exploit, 4500 salariés des métiers du voyage. Donc c'est évidemment une force de frappe qui compte aujourd'hui. À votre gauche, Jean-Charles, Valérie Dufour, qui s'occupe de la rubrique emploi, tout ce qui a trait à l'emploi, la formation au sein de Tourmag. Pourquoi Tourmag est là? Parce que Tourmag a réalisé, a soutenu une étude du CDMV et a pu médiatiser cette étude, on en reparlera. Et puis à la gauche de Valérie, on a le plaisir d'accueillir Julien Beaufreton, qui est le directeur administratif et financier d'Asia, le tour opérateur Asia. Et puis enfin, à la gauche de Julien, Jean-Baptiste Tréboul, qui est le directeur de la revue Espace. Pourquoi Jean-Baptiste est là? Parce qu'on aura vraiment les deux côtés de ce sujet. On aura à la fois les salariés, ce que pensent les salariés de leur métier, et puis ce que pensent les jeunes de ces métiers du tourisme, les jeunes, les étudiants, et c'est évidemment un sujet que connaît parfaitement Jean-Baptiste et il nous en parlera. Alors, je voulais commencer avec cette étude qui a été réalisée par le CDMV, le collectif de défense des métiers du voyage. Elle est sortie très récemment. Tourmag, par le biais d'Anaïs Boriot, s'en est fait un large écho il y a quelques jours. C'est tout récent. Donc on va essayer de voir quels sont les principaux résultats de cette étude. Juste un mot sur l'enquête elle-même, Jean-Charles. Pour dire combien elle est représentative, je disais, vous avez 4500 membres et cette étude, vous l'avez réalisée auprès de 1000 personnes. Je crois que 1000 personnes ont répondu, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, elle a été partagée à travers le CDMV, 4500 membres, le helpdesk, 6500, avec des doublons, certains sont dans les deux, et relayée aussi par Tourmag auprès de milliers de lecteurs. Et donc 1000 réponses sur une profession qui, avant Covid, normalement doit représenter entre 30 et 30 000 collaborateurs, salariés. Donc 1000, c'est déjà très bien, parce qu'on sait que c'est difficile à mobiliser la profession, mais sur 33 000, c'est pas non plus énorme. Mais en tout cas, nous, on est déjà contents d'avoir eu 1000 réponses et d'avoir pu dégager des tendances. Et aussi, important, c'est que c'est la première fois dans toutes ces discussions sur les salaires qui sont négociés entre les syndicats et par exemple les EDV, c'est qu'en fait, comme on est une profession où il y a aussi beaucoup de petits indépendants, de petites agences, moi, je veux dire, en 20 ans de carrière, on ne m'a jamais questionné, personne ne m'a interrogé, je n'ai pas de syndicat qui me représente. Donc c'est la première fois, on parle beaucoup sur nous les salariés, mais jamais la parole avait été donnée aux salariés pour avoir une vraie photographie à l'instant T de leur situation. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, 1000 personnes, c'est très représentatif. Dans le monde des sondages, c'est un panel très représentatif. Donc, on va pouvoir regarder avec sérieux ces résultats. Premier résultat, qui est le plus important, je dirais, et on verra qu'il y en a d'autres qui
qui le sont, mais ce premier résultat, sur une échelle de 1 à 10, 60% des répondants ont exprimé leur satisfaction dans leur travail. Ça veut dire que 60% des répondants ont dit entre 6 et 10, oui, je suis satisfait, voire très satisfait de mon travail, je suis heureux, voire très heureux dans mon travail. Est-ce que, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ce qu'on entend aujourd'hui, est-ce que ça, Jean-Charles, c'est une première surprise de voir autant de gens heureux dans leur travail ou pas ? Alors non, c'est pas une surprise parce que ça reste quand même un métier, on le dit souvent, un métier de passion. Oui. Et que ça reste des... Enfin, vous savez, ceux qui en avaient vraiment, qui saturaient déjà avant le Covid, sont partis pendant le Covid. C'était une période difficile. Donc ceux qui restent, c'est ceux qui... alors c'est les nouveaux arrivants, c'est les plus jeunes, mais c'est aussi ceux qui sont restés dans ce métier par passion et que, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais même s'il y a des choses un peu difficiles, et ben entre des événements comme IFTM, les Éductours, la satisfaction des voyageurs, ça fait que finalement les gens sont quand même globalement contents. Et c'est pas une surprise parce qu'en échangeant régulièrement avec les agents de voyage, on aime quand même ce qu'on fait et on n'a pas non plus. Alors oui, on a des moments difficiles, mais on n'est pas à l'usine, à la chaîne non plus. C'est pas là-dessus où ça se joue vraiment en fait. C'est plus sur. Je reprends l'exemple que je cite toujours, c'est que si on était vendeur de pulls, quand on rentre à la maison, on a vendu des pulls ou pas, mais on ne va pas s'inquiéter de dire est-ce que la dame va bien le mettre à la machine, est-ce qu'elle va bien le laver, peu importe. Il n'y a pas de responsabilité de plein droit sur un pull. Et en fait, c'est que nous, malgré qu'on soit que salariés, la responsabilité de plein droit pèse aussi sur nous, à la place de nos dirigeants, parce qu'on est investi dans les boîtes et que tous les soirs, on se dit pourquoi j'ai vendu ça, et s'il y a une grève, et s'il y a le tremblement de terre, et s'il y a là. Et c'est là où ça se joue un petit peu, de dire finalement, pour avoir autant de responsabilités, autant de stress, devoir autant se former, le salaire n'est peut-être pas en relation avec ça, malgré qu'on le verra, les salaires sont finalement supérieurs aux grilles salariales et qu'on n'est pas une profession qui va si mal que ça finalement. Oui, Valérie Dufour, ça c'est le premier résultat. C'est vrai que la perception n'est pas si morose que ça, si morose qu'on aurait pu s'y attendre finalement. Alors non, parce qu'en fait, le métier passionne toujours, en fait, et il a évolué. On fait de plus en plus de voyages sur mesure, dans beaucoup d'agences indépendantes et dans beaucoup d'agences. Et le métier, en fait, il n'a pas de routine. Voilà. Ça reste un métier passion et ça, c'est quand même déjà le premier enseignement, malgré toutes les difficultés, malgré le Covid, etc., malgré l'inflation. Et on va y revenir tout de suite à l'inflation, puisque derrière l'inflation, il y a le problème des salaires. Et c'est aujourd'hui, et ça reste, Jean-Charles, le premier point bloquant. La première difficulté, c'est le salaire. On le voit, vous disiez dans vos résultats, Jean-Charles, au cours des 12 derniers mois, 62,5% des répondants n'ont pas été augmentés. C'est quand même beaucoup. On est dans une période d'inflation très forte, inédite depuis 40 ans, et on a quand même 2/3 des salariés qui n'ont pas été augmentés malgré cette période d'inflation. Ça reste le point bloquant. Ça. Alors, ça reste le point bloquant. Par contre, quand on parlait de points qui auraient pu nous surprendre, il y en a quand même deux par rapport à ça, justement, au salaire. C'est que dans les répondants, les catégories A et B et C sont quand même très peu représentées. Donc finalement, on se rend compte, alors est-ce que c'est que les personnes des catégories D, E, F qui ont répondu? Mais on se pose la question de dire, est-ce qu'il y a vraiment dans la profession beaucoup de catégories AB, hormis peut-être les jeunes entrants, mais avec une impression que très vite, on passe au moins au statut, au quotient. Précisez, Jean-Charles, précisez la catégorie AB pour ceux qui ne connaissent pas. AB, c'est les plus petits salaires, c'est les jeunes entrants. Donc c'est relié aussi à tout un tas de tâches ou de responsabilités. Donc c'est vraiment les jeunes entrants. CDE, c'est des salariés agents de maîtrise, grosso modo. Et je crois que de mémoire F et G, c'est les cadres, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, on se rend compte qu'en tout cas, dans ceux qui ont répondu, c'est plutôt les catégories intermédiaires et hautes, et non pas les premières catégories. Donc soit c'est que les premières catégories ne s'intéressent pas au sujet, soit c'est que finalement, des premières catégories, il y en a très très peu, où il le reste très, très peu de temps. La distinction en plus est mince à partir de D, E, F, G. Les critères sont vraiment très légers. Mais oui, effectivement, le salaire reste le point clivant au niveau des augmentations.
On a remarqué aussi qu'à la base, on l'avait plus fait pour les indépendants et les petites agences, mais qu'on a quand même eu beaucoup de réponses de gros réseaux, de tour opérateurs également. Mais effectivement, voilà, au niveau le salarié a déjà du mal à aborder le sujet du salaire avec les dirigeants ou avec les ressources humaines. Mais on constate aussi, et pourtant je suis salarié, mais je m'en doutais un peu, c'est que grosso modo, en fonction des catégories, plus de 60% aussi sont au-dessus, alors pas forcément beaucoup au-dessus, mais ils sont au-dessus du quotient salarial lié à leur catégorie. Oui, il faut relativiser évidemment ça. En revanche, on a noté également que beaucoup de ces catégories, on va dire peut-être DE, estiment faire le poste d'un cadre. En fait, mais on en reparlera peut-être, mais en fait, on a un métier où on suit le client. Donc, on ne peut pas dire à un moment, attention, moi, je suis catégorie G, je ne vous appelle pas pour annuler votre voyage, c'est mon patron. Donc, les frontières sont tellement fines que, en fait, on traite le dossier de A à Z et plein de fois, on se substitue à un chef d'agence ou à un cadre. Je parle plutôt pour les petites agences, peut-être pas pour les très grosses structures. Et donc, du coup, en fait, on pourrait tous quasiment être tous catégorie G ou H. Et forcément, là, on n'a pas tous le salaire d'un cadre. Oui, Voilà. c'est ça le truc, c'est que ce n'est pas le salaire en soi, c'est le salaire par rapport aux compétences qu'on exige maintenant d'un agent de voyage, parce que c'est des compétences extrêmement larges entre la sécurité, le médical, le digital, voilà, il y a tout un tas de compétences. Vous le disiez, Jean-Charles, quand on compare par rapport à un vendeur de vêtements, c'est le jour et la nuit, évidemment. Absolument. C'est le jour et la nuit. Absolument. Donc c'est ça le décalage. Alors, ça me fait toujours bizarre de me dire ça, mais c'est la pénibilité. Alors oui, on n'est pas à l'usine, on n'est pas les anciens cheminots, mais il y a une forme de pression psychologique, de pénibilité du métier, entre guillemets, qui fait qu'on se dit, à salaire égal, on entend souvent ça, c'est qu'à salaire égal, est-ce que je ne monterai pas ma petite agence en étant un porteur d'affaires pour gagner plus ? Ou est-ce qu'à salaire égal, je ne vais pas me mettre dans l'immobilier, parce qu'on sait qu'on a tous qui, pendant le Covid, sont partis dans l'immobilier. C'est peut-être pas plus facile d'ailleurs. Mais voilà, il y a ce moment. Et combien de fois on entend, on l'a entendu pour le Maroc, ah là j'en ai marre. C'est bon, encore annuler des trucs, c'est bon, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis dans la semaine, on reçoit une invitation à IFTM, à un éductour ou autre. Et puis on se dit, bon allez, c'est quand même un beau métier, on va rester. Oui. Valérie, c'est ça le truc, c'est ce décalage finalement entre le salaire et les compétences qui sont demandées. On entend les patrons d'agence, les patrons de réseau qui nous disent, oui, le client devient de plus en plus exigeant, on doit monter en compétences. Oui, d'accord, mais encore faut-il que les salaires aussi augmentent et s'adaptent à cette nouvelle exigence. Oui, c'est vraiment ça en fait. Donc, vous avez de plus en plus de conseillers voyage qui sont sous pression en fait, avec des effectifs réduits, puisqu'il y a des difficultés de recrutement en fait au niveau. Et qui en fait sont encore passionnés par leur fonction, mais sont dépassés en fait et noyés. Et c'est vrai que la pénibilité est là et que les salaires suivent pas. Forcément au niveau de l'augmentation des responsabilités avec tous les événements en fait, et puis les clients qui sont de plus en plus exigeants. Oui, clairement. Jean-Charles, on parle de salaire, il y a la part fixe, il y a la part variable. Sur le variable, c'est intéressant, vous avez un chiffre intéressant, vous nous dites 41,2% des sondés touchent des primes sur les ventes et des commissions. Ça veut dire que 60% des salariés qui ont répondu ne touchent pas de variable, c'est ce que je comprends. Est-ce que ça, c'est un résultat qui vous surprend ? Est-ce qu'on peut être dans la critique en disant « mais comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, 60% des salariés ne touchent pas de variable sur un métier de vente ? Est-ce bien normal ou est-ce que c'est assez naturel ?» C'est quoi votre avis ? Alors, je vais vous faire, c'est rare, mais je vais vous faire une réponse de Normand, c'est que j'ai été surpris et pas surpris en fait. Surpris parce que on le dit pas forcément. Souvent on dit de toute façon pour le salaire qu'on a, mais on nous explique pas vraiment tous les petits avantages qu'il y a. Alors que ce soit des objectifs avec rémunération à partir d'un certain volume d'affaires, des petits voyages d'agrément, plein d'autres avantages. Donc un peu surpris parce qu'on ne le dit pas. Voilà, donc ça j'étais surpris. Pas surpris parce que je discute quand même aussi avec des gens et qu'en off, ça se dit.
mais que par rapport à la part variable, je pense que de toute façon, inévitablement, ça va être amené à évoluer. Alors, je ne sais pas du côté des tour opérateurs, parce qu'il y a des profils complètement différents, mais en tout cas, pour les vendeurs, ça va être amené à évoluer pour deux raisons. C'est que les nouveaux arrivants, les jeunes, aiment bien être challengés aussi. Et que, vous savez, si vous avez toujours le même salaire avec les responsabilités qu'on a à un moment, c'est la question qu'on se posait pendant le Covid, c'est de dire, pendant le Covid, si c'est pour avoir des dossiers galères, autant pas vendre. Et puis finalement, je prends pas de risque et mon salaire, il tombe tout seul. Et on le verra avec un autre critère, c'est que la première chose qui est demandée par les salariés, c'est pas les objectifs, les primes sur objectifs, c'est le 13e mois. Ah oui. Donc un 13e mois, qu'on bosse ou qu'on bosse pas, ça tombe tout seul. Donc, mais il faudra y venir parce que si on veut justement motiver les gens à vendre, il va falloir que, moi par exemple, je suis objectivé personnellement, et ça arrive sur un autre sujet qui est le temps de travail. Mais chaque dossier, je me dis, allez, je fais ce dossier-là et à la fin de l'année ou à la fin du mois, ça m'apporte autant en plus de pouvoir d'achat. Et je vais du coup peut-être faire moins de remises aussi, en disant, si je peux marger à 15 ou à 18, c'est un peu plus aussi pour moi. Donc c'est du win-win. Et que, oui, pour moi, ça va devenir aussi une tendance dans la mesure où les habitudes des voyageurs changent. C'est-à-dire que le voyageur aujourd'hui, alors qu'on pensait qu'il allait toujours réserver de plus en plus sur Internet, pas forcément. Il a envie de revenir aussi un peu à l'humain, donc au digital, et que de plus en plus de ventes maintenant se font le soir et le week-end. Avec un besoin d'accompagnement humain, et que les jeunes sont de plus en plus demandeurs du télétravail aussi, et que tout ça, ce package, objectif, télétravail, horaire un peu décalé, va dans le sens de l'histoire pour le voyageur, et donc il va falloir un petit peu... nous aussi s'y mettre. On va en reparler du télétravail, c'est un point évidemment capital, important. Valérie, quand on regarde finalement tous ces résultats, on voit que les salariés sont quand même très attachés à leurs avantages financiers, plutôt qu'à l'éductour, plutôt qu'aux tarifs préférentiels. On voit quand même que ça reste ça, la demande majeure et principale des salariés, et que là, il y a du boulot. Oui, tout à fait. Oui, après, je peux pas, parce que c'est vrai que... Oui, vous confirmez en tout cas dans ce que vous voyez. Après, c'est vrai que j'ai pas énormément de salariés en ligne. J'ai plus des candidats. Mais après, au niveau des annonces, je vois, il y a de plus en plus de recruteurs qui mettent les avantages proposés en plus de la rémunération à côté. Donc c'est ce qui prouve que c'est un intérêt et qu'il va falloir développer de ce côté-là, en fait. Avec l'inflation, tout augmente et donc, en fait, il faut que les salaires suivent, en fait, et voilà. Jean-Charles Franchaume, deux questions très vite. Est-ce qu'on est capable de déterminer un salaire moyen par rapport à votre étude ou pas du tout? Non, pas vraiment. On sait juste qu'ils sont, dans une grande majorité, supérieurs aux grilles salariales. Au minima, des grilles salariales. Est-ce que vous faites la différence entre les agences de voyage d'un côté et les tours opérateurs? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de distinction. Alors c'est là où on va passer à nos amis tours opérateurs. Essayez de voir justement, vous, ce que vous faites en la matière, au CETO. Je sais que vous réalisez, je crois tous les 3 ans, Hervé, vous allez nous confirmer ça, vous réalisez une étude salariale. C'est ça? Absolument. En fait, depuis, on doit en être à la 6e édition. Nous avons, à la demande des adhérents du CETO, eu la volonté en fait, de faire une analyse un peu plus poussée des pratiques salariales des entreprises. D'une part, sur un nombre de fonctions très élargi, puisqu'aujourd'hui, on étudie 67 fonctions qui sont représentatives de toute la diversité des métiers, que ce soit de la vente, de la production, de la gestion, mais également des métiers du marketing, et de façon aussi à voir émerger les nouvelles tendances sur des nouveaux métiers et des nouvelles compétences. Une étude qui porte sur des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs, et sur lesquels on ne travaille pas du tout en moyenne, puisqu'on demande, et c'est un très gros boulot de la part de nos adhérents, pour participer, de décortiquer fiche de paye par fiche de paye. Ah oui. C'est la raison pour laquelle, sur notre dernière étude, on a recueilli l'analyse de 2400 bulletins de salaire. D'accord. Et donc l'objectif derrière tout ça, c'est d'avoir une photographie assez exhaustive à la fois des pratiques, des politiques de rémunération et des niveaux de rémunération.
pour pouvoir, je dirais, être un petit peu incitatif vis-à-vis des entreprises, il faut que les entreprises en retour, sous toutes les réserves de confidentialité bien entendu, aient leur positionnement sur les différents critères, que ce soit en termes de salaire moyen, que ce soit en termes de prime d'ancienneté même des candidats, d'âge moyen des candidats, et également sur toutes les pratiques de politique en termes de politique salariale, en termes d'augmentation générale au niveau de l'entreprise, et également sur les pratiques en termes d'augmentation individuelle, puisqu'on s'est rendu compte, on en est, voilà, ça fait maintenant depuis 2005 que cette étude existe. La dernière étude, la dernière, c'est 2022. 2022, donc c'est paru tout en récent. 2023, on est sur les rémunérations 2022 avec la partie cible des parties variables sur 2023. Donc il y a du déclaratif dedans, pas forcément étayé sur des chiffres, mais on a les chiffres 2022. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est effectivement de voir un petit peu quelles sont à la fois les pratiques en termes quanti, mais en termes quali également, voir quelles sont les pratiques des entreprises sur l'épargne salariale, sur la formation, sur ces éléments-là. Et donc, comme c'est une étude qui est véritablement le fruit du travail de l'ensemble des adhérents et qui a des questions de positionnement derrière, à voir, je pense que ça répond véritablement à un besoin des entreprises, puisque c'est quelque chose qui est redemandé par chaque entreprise tous les 3 ans. Je voulais juste un petit point pour effectivement confirmer ce que disait mon voisin, c'est qu'effectivement, on regarde, nous, quel est le niveau par rapport aux classifications, quelles sont les personnes, le nombre de salariés payés au niveau minima de chaque catégorie. Et effectivement, on est sur des niveaux très très faibles, puisque moins de 20% chez nous au CETO, moins de 20% sont payés sur les niveaux minima. D'accord. Ce qui met un petit peu en perspective, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre débat, des discussions que l'on a au niveau de la branche en matière de rémunération et d'augmentation des NAO, puisque là, on se rend compte qu'on a quand même une certaine déconnexion des grilles par rapport à la réalité des pratiques. Alors, cette étude, Hervé, n'est jamais rendue publique. Vous n'en faites pas la publicité. Est-ce que vous pourriez quand même nous donner 2-3 chiffres, 2-3 tendances sur l'étude 2022, quelque chose qui vous aurait, des chiffres qui vous auraient frappé, des tendances qui vous auraient marqué? Alors, grande tendance de fond, c'est qu'on est véritablement sur des pratiques d'individualisation des rémunérations et notamment sur les parties variables. Là, on est véritablement, c'est un véritable sujet, puisque sur notre étude, on a dans les prévisions d'augmentation individuelle, plus de 50% sur 2023, plus de 50% des entreprises ont déclaré que pour les cadres et agents de maîtrise, il y aurait des augmentations individuelles et ce chiffre est de 2/3 pour les employés. Alors maintenant, il faut transformer l'essai effectivement, mais on se rend compte que c'est véritablement un grand sujet de l'individualisation sur cette partie variable individuelle. Ce qui, moins de sujets sur... on a vu qu'il y avait des grands débats au niveau de la branche sur les primes d'ancienneté. C'est quelque chose qui aujourd'hui est plus... On est très passif là-dessus parce qu'on constate qu'on n'a pas véritablement de moyens d'action. On est par contre sur des niveaux d'augmentation sur 2022 et en prévisionnel 2023 sensiblement supérieurs au marché général. C'est-à-dire que l'entreprise qui nous fait cette étude, elle est externalisée, travaille sur un certain nombre de secteurs et les prévisionnels d'augmentation affichés par les entreprises sont légèrement supérieurs à celles qui sont sur le marché général, qu'on retrouve toute industrie confondue. Alors, on ne parle pas d'écarts monstrueux, mais on parle quand même d'écarts qui peuvent être significatifs et qui, en fait, fait un petit peu le rappel au fait qu'on a été quand même l'une des industries les plus sinistrées pendant le Covid et qu'effectivement, pendant ces périodes-là, les parties d'augmentation ont été réduites quasi à néant. Si on parle de fourchette d'augmentation, on est dans quel niveau, Hervé ? Alors, sur les augmentations générales en 2022, sur l'ensemble de notre panel, on est sur 3,8%. Alors qu'au niveau du marché général France, on est à 3,1%. Et en ce qui concerne la moyenne des augmentations sur les augmentations individuelles, on est de l'ordre de 5%. Sur un marché France, toute augmentation identifiée qui est de l'ordre de 3%. Oui, d'accord. Vous connaissez très bien le secteur, Hervé. Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est un raccourci, que les tours opérateurs payent mieux que les agences de voyage ou pas ?
C'est difficile. Enfin, il y a une typologie d'entreprise qui est quand même très différente. Oui. Notre étude, elle porte sur 24 entreprises, 2400 bulletins de paye. On fait une séparation entre petites et moyennes entreprises. Le curseur, il est sur le nombre de salariés. Chez nous, petites entreprises, c'est moins de 100. Les grandes entreprises, c'est plus de 100. Et on est, sur les 24 entreprises, à 50-50 entre petites et grandes. Et je pense qu'il y a une véritable différence de taille par rapport aux agences de voyage. Oui, c'est l'effet de taille. On pourrait, ceci étant dit, aller peut-être un peu plus dans le détail, puisque certains de nos tour opérateurs possèdent leurs propres agences. Et donc, on pourrait effectivement voir dans quelle mesure on pourrait extraire ces parties rémunération de la part sur l'activité pure agence des tour opérateurs pour voir effectivement comment elles se comparent par rapport au marché général de la distribution. Il y a peut-être une notion de territorialité aussi. Il y a beaucoup de tour opérateurs qui sont parisiens. Oui. Donc on sait que les salaires sont peut-être un peu plus hauts aussi. Oui. Absolument, absolument. On avait la volonté dans les critères un petit peu de différenciation grande-petite, on aurait bien aimé faire Paris-Province. Et malheureusement, on a un panel trop faible sur la province pour pouvoir extraire des données significatives. Ouais. Alors, on va passer la parole à Julien. Et juste un petit mot, Valérie, de ce que vous connaissez, vous, de ce métier. Est-ce qu'on peut dire que les pratiques salariales chez les tour opérateurs sont plus avancées, plus élaborées qu'au sein des agences de voyage ou pas ? Alors, moi, je me base toujours par rapport aux annonces, en fait. J'ai l'impression, Ouais, après, je ouais, peux ouais. pas, je suis pas sur... Non, mais c'est un ressenti. Au niveau de la communication, au niveau rémunération, avantages proposés, je trouve que les tour opérateurs, en tout cas certains, ont de l'avance par rapport aux agences de voyage. Oui, d'accord. Notamment dans tout... Après, bien évidemment, on ne peut pas comparer les activités, mais au niveau, par exemple, du télétravail, de plein de choses, en fait, je trouve qu'ils ont des avancées, même dans tout ce qui est formation, possibilité d'évolution, etc. Enfin, après, il y a c'est plus d'initiatives. En tout cas, c'est votre sentiment. Oui. Ouais. Julien Beaufreton, comment vous êtes directeur administratif et financier d'Asia. Vous avez cette étude, donc tous les 3 ans, qui est réalisée par le CETO. Comment typiquement vous vous appropriez cette étude ? Qu'est-ce que vous en retirez et qu'est-ce que ça peut donner concrètement chez un tour opérateur comme Asia ? Je dirais que cette étude, elle est absolument capitale pour un tour opérateur. Nous, on s'en sert vraiment comme une boîte à outils. On attend cette étude chaque année, enfin chaque période triennale avec beaucoup d'intérêt parce qu'on s'en sert en fait pour 3 raisons principales. La première, c'est un benchmark. Ça nous permet de voir si la politique salariale interne qu'on promeut vis-à-vis de nos collaborateurs est cohérente par rapport au reste du marché. Et dans les 2 sens, c'est-à-dire que on est et c'est fondamental et très important pour un employeur parce qu'on est sur un métier de service. Notre matière première, c'est des hommes et des femmes. Et donc, évidemment, il faut leur offrir une rémunération qui est cohérente par rapport au marché. Donc, on se sert de cette étude afin de rendre cohérente notre politique salariale, je dis bien dans les 2 sens. Oui. C'est-à-dire qu'on les paye correctement, ni trop, ni moins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et Hervé le soulignait, c'est que si la rémunération fixe, elle est importante aux yeux d'un collaborateur, et on le comprend, et c'est normal, on ne peut pas réduire la rémunération uniquement au salaire fixe. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments extrasalariaux qu'il faut prendre en considération. Et cette étude nous permet de voir aussi comment se positionner. Et c'est important, ces éléments extrasalariaux, c'est évidemment les politiques de variables ou primes qui restent du salaire, mais aussi tous les avantages associés au poste qui vont être la prise en charge du transport, la politique de tickets restaurant, les formations, la possibilité de faire du télétravail, les capacités à évoluer en interne, et puis en effet la capacité de l'entreprise à accompagner les collaborateurs dans leurs voyages, puisque nous vendons des voyages. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments et qui sont reflétés à travers l'étude, et donc ça, c'est très important aussi pour nous, pour permettre de proposer aux collaborateurs des éléments qui vont permettre de rendre attractif notre proposition. Et le troisième élément, je dirais en fait, cette étude, elle sert de boîte à idées
Et je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'on réfléchit toujours mieux à plusieurs que tout seul. Si on reste tout seul en se disant est-ce que ma politique salariale est cohérente, est-ce qu'elle permet d'être attractif et de retenir les talents ou d'en attirer, si je suis tout seul, je peux avoir de très bonnes idées, mais je vais vite être un peu asséché et peut-être pas forcément pertinent. Grâce à cette étude, on a des idées, des bonnes pratiques de ce que font nos confrères, mais néanmoins concurrents. Et je trouve que c'est une formidable boîte à outils pour faire progresser finalement collectivement la profession et l'attractivité qu'on peut offrir aux collaborateurs existants ou aux futurs talents de demain. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en octobre 2023, est-ce qu'un tour opérateur comme Asia connaît toujours des problèmes d'attractivité pour embaucher des salariés, des jeunes talents? Alors, je ne vais pas faire une réponse de Normand parce que je ne le suis pas. La question n'apporte pas une réponse non plus claire. On a, alors je prêche un peu pour ma paroisse, on a la chance chez Asia d'avoir une marque employeur forte et une bonne réputation, de sorte qu'on est peut-être moins confronté que certains de nos concurrents à l'attractivité vis-à-vis de nos professions. Néanmoins, j'ajoute qu'il faut quand même avoir en tête que le métier évolue. On doit aussi attirer des jeunes. Les aspirations des jeunes, Jean-Baptiste en parlera certainement mieux que moi, mais les aspirations des jeunes ne sont pas forcément celles de ma génération ou des générations plus seniors que la mienne. Il y a une véritable évolution. Et donc un employeur, une marque qui reposerait sur les lauriers acquis par le passé, en fait, pourrait se tromper. Donc en fait, nous, on continue à attirer, on a le sentiment de continuer à attirer, on n'a pas trop de difficultés à faire venir des gens chez nous. Néanmoins, on a su aussi le faire parce qu'on a fait évoluer notre politique d'attractivité salariale sur évidemment la politique de salaire, mais aussi sur l'ensemble des autres avantages salariés. À titre d'exemple, pour être concret, on a mis en place une politique de télétravail assez flexible et assez attractive et qui est, c'est quasiment la première question que nous posent les candidats quand on les voit. Presque devant parfois le salaire fixe. Ça c'est marrant, c'est étonnant. On va reparler du télétravail parce que c'est un point extrêmement important, mais j'aimerais qu'on passe la parole à Jean-Baptiste. On a vu, Jean-Baptiste, ce que pensaient les salariés aujourd'hui de leur métier, de leur travail. La revue Espace est évidemment aujourd'hui très impliquée auprès des jeunes. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, que pensent les jeunes des métiers du tourisme? Est-ce qu'ils le voient comme un job d'été, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours un peu ça, quand on a 18 ans, le tourisme, c'est un job d'été, ou est-ce que ça va au-delà de ça? Ils ont une vision assez méconnue des métiers du tourisme, assez caricaturale pour beaucoup. Et dans les études qu'on a menées, nous, ce qui était amusant et intéressant à voir, c'est qu'ils étaient plutôt intéressés par des métiers qu'ils ne connaissaient pas bien et pas très intéressés par des métiers qu'ils connaissaient mieux. Donc il y a un côté fantasme qui joue. Là où je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que là on parle beaucoup agence de voyage, tour operating, mais les métiers du tourisme sont extrêmement divers. C'est plus large, évidemment. Et les jeunes en formation tourisme sont sur des formations qui vont les amener à travailler dans des clubs de vacances, dans des bateaux de croisière, dans des offices de tourisme, etc. Et donc effectivement, le job d'été dont tu parles, c'est plutôt des jobs d'animateurs. Et là, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire les avantages sur les animateurs dans les villages de vacances, les campings, les résidences. C'est les avantages, là, c'est carrément le logement, être nourri, blanchi, logé. Et donc, moi, je pense que les avantages, aujourd'hui, dans la génération telle que je l'aperçois, c'est une manière de rester un peu à la maison. C'est-à-dire, tout ce qui est avantage, c'est de la sécurité, c'est ce que les parents offrent. Et c'est des choses qu'on ne paye pas quelque part et c'est ça qui les attire. Après, ce qui est intéressant, ce que j'ai entendu et qui est très proche des jeunes, les jeunes, ils sont en formation, mais ils sont souvent en alternance. Donc, ils sont quand même déjà un peu en train de travailler. Donc, la frontière entre je fais mes études et je travaille est beaucoup plus poreuse. Et clairement, le salaire, nous, dans les études qu'on a menées auprès d'eux, ce n'est pas du tout l'élément principal. L'élément principal, c'est l'évolution. C'est marrant, ça. Il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est tout le sens qu'on donne au travail. Donc le salaire est vraiment secondaire.
très souvent, quand on leur pose la question à combien vous espérez gagner, etc., ils sont en dessous des minimums salariaux. Hein. Donc les patrons rigolent parce qu'en fait, ils ne peuvent pas les payer aussi bas. Ouais, d'accord. Ouais, ça, c'est intéressant. assez étonnant de ce côté-là. Est-ce qu'ils ont une idée assez précise de ce que c'est qu'un agent de voyage, de ce que c'est qu'un employé de tour opérateur ou pas vraiment? Pas trop, mais par contre, ils ont souvent des idées assez précises de ce qu'ils ont envie de faire. Et souvent assez, j'ai envie de dire, un peu banales. C'est-à-dire, il y en a qui sont, moi c'est le patrimoine, moi c'est l'environnement, voilà, je veux sauver le monde, je veux voyager, je veux ceci, je veux cela. Et il y a quand même un fort décalage avec les métiers existants, la réalité des métiers. Donc ils sont un petit peu, ils sont dans quelque chose qui est assez flou pour eux à tout point de vue. Mais ça s'explique parce que dans leur vie familiale et dans leurs études secondaires, hein, pour le coup, au lycée, on voit déjà une génération qui arrive qui est extrêmement zappeuse. C'est-à-dire qu'ils passent... Les profs ne peuvent plus faire cours comme avant. Hein. Ça n'existe plus de faire un cours pendant 1 heure où le prof il parle. C'est fini. C'est de l'entertainment maintenant. Il faut vraiment les stimuler en permanence. Et donc, ils s'ennuient très vite. Hein, ils se relâchent. Ils passent du coq à l'âne. Ils sautent. Voilà. Et donc, c'est leur dire ça va être tout le temps pareil pendant 2-3 ans, c'est déjà trop, à mon avis. Hein. C'est ça qui est difficile. C'est là où ils sont durs à gérer. C'est qu'ils se lassent, ils s'en vont, ils repartent, ils bougent et ils sont difficiles à capter de cette façon-là. Jean-Charles? Ouais, alors pour être jury de BTS depuis des années, ça fait des années que je le dis et ça se confirme de plus en plus. Les métiers du tour operating fascinent toujours. Forfaitiste, chef de produit, l'événementiel. Par contre, agent de voyage, plus du tout. Mais ça fait déjà des années que c'est ce métier. Alors déjà, cette génération-là ne savent même pas qu'une agence de voyage existe encore, puisque parfois leurs parents ne passent même pas par une agence de voyage. On a un déficit d'image, hein, l'agence de voyage réelle, dont on essaie de travailler, mais il faut du budget, il faut communiquer. Mais donc, en tout cas, l'agence de voyage pour les jeunes attire très peu. Ils ont parfois souvent aussi des mauvaises expériences en stage. Il faut savoir que là aussi, on hérite de la génération qui ont passé leur BTS pendant le Covid encore, ou qui ont démarré pendant le Covid, donc qui n'ont pas eu de stage, etc. Et souvent, on entend j'ai fait un stage en agence, j'ai rangé des brochures, et c'est tout. Et du coup, ça les décourage un peu. Donc, il y a un déficit d'image de l'agent de voyage. Le tour operating fait toujours quand même un peu rêver, mais sur des postes de chef de produit, etc., qui sont quand même très limités. Et on a beau leur dire. Donc, du coup, tout ça va aussi venir dans la notion de salaire. Je parle pour les agences. C'est que, on l'entend, on a de plus en plus de mal à recruter en agence et ça devient de plus en plus difficile. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure mon confrère aussi d'Asia, c'est que, pour bien connaître Guillaume, ça dépend aussi des sociétés. On avait la possibilité dans le sondage de mettre un commentaire anonyme sur leur situation. Et ça, c'était assez intéressant. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a été surpris d'avoir beaucoup de réponses de réseau, mais des agences qui étaient soit des salariés qui étaient d'agences de Théo comme Asia par exemple, où on a eu des témoignages de petites agences indépendantes venant du CEDIV ou de petites agences indépendantes hors réseau. On sentait qu'il y avait très peu de commentaires ou des choses plutôt positives. Par contre, les gens qui étaient en souffrance venaient, je ne dirais pas de nom, mais de très 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 gros acteurs qui rachètent un peu tout et où on a senti une vraie souffrance. Non, on ne sait pas qui c'est. Hervé? Oui, une petite remarque à l'origine. La première étude de rémunération, en fait, on a souhaité la mener parce qu'on voulait sortir du piège dans lequel on s'était un petit peu enfermé, qui consistait à dire on est une industrie sympa, on voyage et ainsi de suite. Alors oui, on ne paye pas très bien, mais on peut voyager. Et on s'est dit, si on continue sur ce train-là, c'est vraiment mortifère et on ne va plus jamais on va être dans l'incapacité de recruter des talents. Je pense qu'on a réussi à sortir un petit peu de ce piège-là. C'était un petit peu la volonté de notre étude de rémunération, c'était de voir au-delà du salaire, qu'est-ce qu'on peut amener sur des questions de formation, sur des questions de variables individuelles, sur des questions d'épargne salariale et autres. Et puis là, très rapidement, quand on a fait l'inventaire un petit peu des fonctions qu'on souhaitait étudier chez nous, on part de 67 fonctions qui représentent vraiment toute la diversité des métiers. Et c'est vrai que dans l'esprit des jeunes, du grand public, tour opérateur, c'est quoi? C'est le chef de produit, en plus avec une image totalement erronée qui va se balader au bout du monde. Donc je pense que notre challenge aujourd'hui également, c'est de faire connaître la diversité des métiers, les compétences, parce qu'il y a véritablement de très très fortes compétences, et également
le fait qu'il va falloir que nos métiers évoluent pour se calibrer par rapport à la numérisation, aux défis par rapport à la data, l'intelligence artificielle. Et donc, on va sortir, j'espère, le niveau de salaire à un niveau absolument indispensable, mais il faut qu'on rentre également en parallèle sur une meilleure connaissance des métiers, sur des passerelles, et effectivement sur les évolutions qu'on est capable d'amener et de promettre aux jeunes. Nous, dans le sondage qu'on a fait auprès des étudiants, l'envie de voyager n'est pas du tout la motivation principale pour rentrer dans le tourisme. Oui, ça c'est intéressant. Oui, c'est pas du tout. Ça l'excite pas plus que ça. Ah oui, oui, ça c'est intéressant. Il y a un truc, Jean-Baptiste, c'est on entend beaucoup parler de donner du sens. Je veux que mon métier ait du sens. Est-ce que tu ressens ça, toi, dans les études, les sondages que tu fais? Et est-ce que ça peut être, je dirais, contre-productif pour les métiers du tourisme, où on dit évidemment beaucoup que le tourisme, c'est une empreinte carbone trop forte, etc. Est-ce que ça peut freiner les aspirations de jeunes, des étudiants qui justement veulent donner du sens à leur métier? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je pense pas que ça pose. On va y revenir. Je pense pas que ça pose de problème. En revanche, donner du sens, oui, mais c'est surtout beaucoup de pédagogie et d'explication. C'est-à-dire que donner des ordres et dire voilà, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, ça marche vraiment plus. Ouais. On le voit dans le secteur du tourisme, on le voit partout. Hein. Je voyais l'autre jour à la télé Thierry Henry. Voilà, qui entraîne les jeunes espoirs. Il disait c'est plus possible de dire tu te mets à ce poste-là et tu fais ci, tu fais ça, il faut tout expliquer. Le rapport à la hiérarchie a totalement changé. Hein. De ce côté-là, franchement, et là j'étais il y a 2 semaines sur un séminaire avec des patrons de camping. Hein. Tout à l'heure vous disiez l'image des agents de voyage n'est pas bonne, vous pourriez être patron de camping, je vous jure, c'est encore pire auprès des jeunes. Hein. Donc il n'y en a aucun dans les mots-clés qui caractérisaient leur métier de manager qui ont dit autorité, direction, tout ça. Alors là, plus personne ne gère comme ça. On est vraiment dans le collectif, dans le vivre ensemble, etc. Ouais. Donc les jeunes, ils veulent du sens et ils sont beaucoup portés sur les valeurs. Et alors c'est quand même très tarte à la crème, voire un peu cucul à praline, quoi. C'est très... l'honnêteté, la bienveillance, le respect. Alors ça, le respect. On n'est pas sur des choses très nouvelles ou très argumentées forcément. Hein. Voilà. Et le tourisme durable là-dedans, ça a une importance? Non, pas franchement. Franchement, nous, on n'a pas senti quelque chose de fort là-dessus. Et par contre, on les a sentis avec des comportements très paradoxaux. C'est-à-dire, oui, effectivement, il faut réduire l'empreinte carbone, il faut des voyages zéro émission, etc., etc. Mais quand on les interroge sur ce qu'eux vont faire, pas du tout. Quand on leur dit où est-ce que vous voyagez aujourd'hui, ils disent en France et on fait un peu de moyen courrier, très peu de long courrier. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ils veulent tous partir à l'autre bout du monde. Donc là-dessus, franchement, ça ne me paraît pas. Et puis les jeunes, ils prennent le low cost si c'est moins cher que le train. Hein. Je veux dire, ils ont zéro état d'âme là-dessus. On n'a pas senti ça d'une manière très forte, l'aspect environnemental. On a entendu dire qu'après le Covid, les écoles de tourisme avaient du mal à recruter des étudiants. C'est toujours le cas ou c'est en train de Là, je pense que ça va mieux. En fait, c'était plutôt les parents qui avaient du mal, parce que c'est les parents qui payent. Ça, c'est intéressant. Donc, les parents, ils ne voulaient plus entendre parler de « bah non, ça ne marche plus, il n'y a plus de tourisme, on ne peut plus partir. Tu ne vas quand même pas faire des études dans un secteur où on ne voyage pas. » D'accord. Bon. Mais maintenant, c'est en train de repartir, donc de ce côté-là, ça retrouve des niveaux normaux. Et une formation qui n'est pas adaptée de toute façon. Oui, alors ça on va en reparler si on a le temps. C'est vrai que l'inadaptation des formations, c'est un vieux sujet, un vieux serpent de mer. Nous, les jeunes qu'on a interrogés, ils sont tous très contents de leur formation, de leur équipe enseignante et de l'équipe pédagogique. Quand même. Ils sont très positifs. D'accord. Ils pensent que leurs profs sont bons, que les professionnels sont bons. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas très critiques sur leurs écoles, pas du tout. Tiens, on parlait de critères de choix, Jean-Baptiste. Est-ce que le télétravail, puisque c'est le sujet que j'aimerais qu'on aborde, est-ce que le télétravail est cité comme l'un des critères de choix par les jeunes ou pas vraiment? Alors, je ne suis pas sûr de moi là-dessus. Il n'est pas tellement cité, mais j'ai l'impression que c'est quasiment évident. Ah oui. Donc, c'est pas... c'est quasiment un prérequis. Oui, c'est-à-dire que les jeunes qui s'impliquent, là, ils ne se voient pas forcément dans l'entreprise, quoi. Ils viennent, ils repartent, ils travaillent ailleurs, ils travaillent dans des cafés, ils travaillent dans le train, ou ils ne travaillent pas, ils travaillent la nuit ou le week-end, pas le jour. Enfin, c'est compliqué quand même à gérer. Hein. Donc, à mon avis, oui, le télétravail... à part quelques entreprises, j'en connais qu'une, c'est Utopia, qui a dit chez nous, il n'y aura jamais de télétravail.
donc a pris une position très forte là-dessus, mais qui est difficile à tenir, mais qui a le mérite au moins de faire venir que des gens qui sont d'accord avec ça. Pour les autres, je pense que le télétravail, ça me paraît difficile de faire l'impasse dessus. Ouais. Alors justement, tiens, j'aimerais qu'on aborde ce sujet du télétravail. C'est un sujet capital. Alors moi, Jean-Charles, Valérie, Hervé, Julien, voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est vrai que quand on interroge aujourd'hui les patrons d'agences de voyage, ils vous disent, bah oui, mais enfin, ils sont bien gentils avec le télétravail, mais enfin, il y a des clients dans l'agence. Alors, je suis Donc on fait comment avec le télétravail ? Alors, je suis peut-être pas le bon exemple, ça fait 20 ans que je suis en télétravail, donc du coup, j'étais peut-être j'étais un peu précurseur là-dessus. J'étais commercial Théo aussi, donc je le considère comme du télétravail. Mais alors moi, j'ai été surpris du chiffre. Plus de 40% des agents de voyage ont accès au télétravail. Ouais, je trouve ça énorme face à une problématique qui est... moi, je vois, ma boss, elle me dit, toi, c'est facile, tu bosses chez toi, c'est ton profil, ta clientèle est... digital ou des groupes et des comités d'entreprise, mais dans les agences physiques où il y a des horaires, j'ai du mal à comprendre comment on peut faire du télétravail. Ah oui. Et pourtant, quand même, 40% des salariés ont accès au télétravail. Julien ? Sur la problématique des métiers strictement liés à l'agence de voyage, parce que pour d'autres métiers qui sont des métiers de bureau, la problématique est un peu plus facile à gérer en termes de télétravail. Mais je reviens sur les agences. La première chose, c'est que ça dépend d'abord de la taille des agences. Quand vous avez un staff dans une agence qui est de 5-6, vous pouvez organiser une rotation horaire telle qu'elle permet d'offrir un peu de télétravail aux collaborateurs qui le souhaitent. Sauf que la tendance, Julien, c'est de plus en plus des agences avec une personne. Alors, en effet, des agences à une personne ou deux personnes, on a des problématiques d'ouverture. Bon, l'employeur paye en effet un loyer à l'agence, donc il a peut-être envie quand même qu'il y ait quelqu'un qui occupe l'agence pour que le loyer payé ait un sens. Sur des problématiques de deux agents, en effet, c'est plus compliqué. Néanmoins, il faut aussi voir comment a évolué la demande des clients. Et ça pose fondamentalement une question de savoir si l'agence physique, ou en tout cas avec pignon sur rue, a vraiment un sens et un avenir. Entièrement d'accord. La réponse n'est pas complètement noir ou blanc, hein, mais c'est une vraie question. Mais il faut voir comment évolue la demande du client. Le client, avant, c'est vrai qu'il y a 30 ans, il allait en agence de voyage pour réserver son voyage. Aujourd'hui, le client, d'abord, il se sert beaucoup du digital, d'Internet. Il n'a pas forcément besoin toujours de venir en agence et de rencontrer son client. Par ailleurs, rencontrer son agent de voyage, son conseiller de voyage. Par ailleurs, rencontrer un conseiller voyage, ce n'est pas forcément en agence de 9h30 à 12h30, etc. Ça peut être aussi, on se donne rendez-vous, on va chez le client, on a une agence en étage. Et donc, il y a en effet, dans la réflexion de l'organisation du travail, le télétravail peut être pris en compte, occasionnel, permanent, ça dépend des organisations des sociétés, mais il peut être mis en place. Et je rajoute un dernier point. Sur le télétravail, y compris pour des conseillers voyage, ça a parfois une vertu de permettre à un collaborateur, à un conseiller voyage, d'avoir du télétravail parce qu'il peut se concentrer chez lui sur des cotes en retard ou par exemple des dossiers sur mesure où il y a une grande exigence du client, donc il faut vraiment être au calme. Eh bien, ça lui permet finalement et contre-intuitivement d'être parfois plus productif en étant en télétravail, tout conseiller voyage qu'il soit, plutôt que d'être en agence où il ne peut pas toujours se concentrer à 100% sur son dossier parce qu'il y a des clients qui passent, il faut leur dire bonjour, il faut les accueillir. Et tous les clients qui franchissent le pas d'une agence voyage, ce n'est pas forcément des gens qui ressortent avec une vente. Il y a des gens qui se trompent. Il va peut-être travailler souvent plus. Exactement. Donc, en fait, le télétravail, y compris sur des métiers de conseiller voyage, a quand même du sens. Sur des métiers donc, de production, etc., c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et là, c'est vraiment un élément qui est quand même assez souvent demandé par les collaborateurs jeunes, mais aussi par des collaborateurs plus seniors, plus anciens dans la société, qui, à la faveur du Covid, ont quand même apprécié télétravailler chez eux, ont démontré à leur employeur et collectivement à la société que ça fonctionnait, et donc qui aujourd'hui comprennent mal finalement qu'on l'interdise. Valérie, oui, Jean-Charles. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est que je pense que c'est une question de timing là en fait. On est dans une question de timing. Dans quelques années, ça s'accélère même un peu. C'est que je suis entièrement d'accord avec vous. Autant je crois assez peu à l'avenir de l'agence de voyage telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Par contre, je pense, et c'est là où il y a, c'est pas du girl power, mais du salarié power, c'est que l'agent de voyage a tout son sens et tout son rôle. Et les voyageurs vont suivre un agent de voyage et non plus forcément une agence de voyage. Et voilà, ça s'est un peu transformé et l'agence physique telle qu'on la connaît aujourd'hui, encore plus si on lui impose 12 tours opérateurs à vendre, je pense, assez peu d'avenir. Ouais. Valérie, c'est vrai que moi j'ai été surpris par ce chiffre. 40% des répondants au sondage du CDMV disent qu'en effet, ils profitent du télétravail. C'est un chiffre qui vous a surpris, vous qui connaissez bien ce secteur ou pas ? Alors au niveau des agences de voyage, on voit de plus en plus le télétravail proposé, mais à 1 jour, voire 2 jours maximum, et surtout pour des profils de confirmés, surtout sur la première année. Et bon, c'est en train de se développer, mais pas dans tous les... Enfin, chez les réseaux, c'est plus compliqué. Chez les grands réseaux, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus simple dans les petites structures, apparemment, d'après ce que je peux voir au niveau des recrutements. Chez les voyagistes, c'est bien mis en place. Alors après, là, c'est pareil, avec 2 jours maxi de télétravail proposés. La plupart du temps. Et en fait, alors ce qui pêche un peu, c'est que les candidats que je vois, que j'ai, eux veulent plus du télétravail à 100%. Donc sur des profils confirmés, voire même des jeunes. Et c'est ce qui bloque en fait souvent des recrutements pour des entreprises qui sont basées en région parisienne. Avec le problème du Covid, les gens ont goûté à la province et puis surtout l'inflation qui fait que les loyers augmentent dans les grandes villes. Donc les salariés, il y en a beaucoup qui ont goûté, qui sont même obligés de quitter les villes pour aller s'héberger en province. Et donc d'où le développement important du télétravail et des attentes qui se sont accentuées ces derniers temps en fait. Et qui demande, vous nous confirmez, qui demande du télétravail à 100%. À 100% parce que les gens ont déménagé, ont fui les grandes villes en fait pour vivre à la campagne dans des domaines, dans des zones en fait qui sont un peu moins chères. Et donc voilà, et le transport, ils veulent plus en entendre parler. C'est un peu ce qui... Tout à fait. Hervé Tillemont, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui tout un tas de patrons d'entreprises qui disent on est allé trop loin, et je ne parle pas que du tourisme, mais on est allé trop loin dans le télétravail. Attention, c'est en train de désorganiser nos entreprises. Qu'en est-il, selon vous, vous qui connaissez bien les patrons des tours opérateurs? Est-ce qu'il faut résister ou est-ce qu'il faut s'adapter à la tendance? Alors déjà, je pense qu'avec le Covid, on a gagné, si ce n'est une décennie, voire plusieurs décennies en matière de télétravail. Ça a été un formidable accélérateur. Quand les voyages ont été interdits, quand on est rentré en confinement, la vie ne s'est pas arrêtée pour les collaborateurs de nos entreprises, puisque là, ils ont eu énormément de boulot et qui était certainement le boulot le plus ingrat de devoir annuler. Donc ça, c'est par la force des choses et surtout de dire que les clients ne seraient pas remboursés et auraient un avoir. Ça a été, je pense, extrêmement délicat. Ceci étant dit, aujourd'hui, les entreprises se sont emparées, avec plus ou moins de facilité et dans des degrés plus ou moins avancés, la question du télétravail. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un registre aujourd'hui de plus en plus individualiste. Et quand on entend que la plupart des candidats veulent 100% de télétravail, n'oublions pas que le télétravail n'est pas fait pour tout le monde non plus. Et on a aussi des personnes qui se disent je suis un peu perdu, je perds la culture d'entreprise, je perds le moment convivial autour de la machine à café. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est plus de dire il faut certes, entre guillemets, légiférer. C'est un petit peu ce qui est au niveau de la branche qui doit être fait, mais non pas sur les conditions mêmes, mais sur les mesures d'accompagnement et de mise en place du télétravail. Et après, je pense que ça va être véritablement de répondre et de coller dans la recherche de valeur et de sens de la part des candidats. Le télétravail n'est pas le facteur clé. C'est un des éléments qui permet d'accompagner, mais je pense que les entreprises ont tellement d'autres choses à offrir qu'effectivement, elles peuvent répondre. Elles vont adapter en fait les modalités de leur télétravail. Alors maintenant, la question est de dire effectivement, ça a certainement désorganisé parce qu'on est passé de 100% de télétravail avec un retour plus ou moins progressif et plus ou moins adapté. Donc, il va y avoir un petit peu de friction certainement, mais je ne suis pas sûr que ce soit la tendance générale de dire
brutale machine arrière, retour en arrière sur la question du télétravail. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que aller travailler chez soi, c'était un vrai changement. Mais revenir dans des entreprises qui ont supprimé aussi les bureaux, qui ont réduit les tailles des locaux et qui mettent du bureau flex de plus en plus, l'ambiance d'avant dans les entreprises n'existe plus. Donc le retour est encore plus difficile quand même. Et je pense que là, les entreprises n'ont pas forcément bien joué le coup de faire des économies très substantielles. J'en ai vu où on arrive et on s'installe n'importe où. Ça n'a pas démarré l'année dernière. Mais ça ne donne pas envie de revenir quand même. Oui, évidemment. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires dans le public? Là-bas, monsieur, je viens avec un micro. Allez-y, tout près du menton. Oui, bonjour. Donc, Laurent Menanteau, j'ai une agence de voyage près de Bordeaux. Je suis assez perturbé par tout ce que vous avez dit parce que je ne suis pas du tout d'accord. Ah, eh bien c'est fait pour. Voilà, donc moi, dans mon agence, on est au service du client. On doit être ouvert au service des clients quand nos clients ne travaillent pas. Mon agence, on a décidé de faire l'alliance du commerce Internet et du commerce traditionnel. Parce qu'effectivement, les gens préparent leur voyage sur Internet, mais ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin du conseil de leur agent de voyage. Ils ont besoin que leur agent de voyage soit là et présent et puisse répondre à leurs questions. Pour eux, c'est un point d'ancrage, l'agence, auquel ils vont se référer et auquel ils vont venir. Concernant le télétravail, ça peut s'apparenter à certains métiers de notre secteur, mais pas forcément celui de l'agence, où les gens ils viennent chercher le contact du conseiller. Moi, je crée du lien avec mes clients. C'est là où il y a le lien de confiance et c'est là où ils m'achètent des voyages. C'est comme ça que je fais du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que vous interdisez le télétravail dans votre agence? Je considère que pour mes vendeuses, le télétravail n'est pas possible. D'accord. Ça ne correspond pas à l'ADN de mon agence. D'accord. Ça, c'est un témoignage qu'on entend très souvent. Après, le thème de l'attractivité des métiers, là j'entends beaucoup télétravail, etc. Moi, le télétravail, quand j'ai affaire à des interlocuteurs, alors pas les Théo, mais d'autres interlocuteurs, je le subis. Je le subis parce que je ne peux pas vous répondre, je suis en télétravail, j'envoie un mail à ma direction, j'envoie un mail là, où je retourne à mon bureau dans 2 jours. Ça, pour moi, je le subis. Donc déjà, à la base, je suis un peu contre. Mais je ne peux pas être favorable à ça quand je dis que mon agence, on fait du lien avec le client. Comment faire du lien si on n'est pas là? C'est pas possible. Donc voilà. Et pour terminer sur le thème de l'attractivité des métiers, aujourd'hui, on parle de bien-être, de salaire, etc. Moi, je dis l'ascenseur social est en panne. Des jeunes qui veulent rentrer dans une agence de voyage, qui veulent rentrer dans le métier, c'est quoi la perspective d'avenir? Voilà. Aujourd'hui, je peux devenir conseiller confirmé, responsable d'agence, et après, je monte mon agence ou comment je fais? Mais si je n'ai pas les moyens de monter mon agence, je fais quoi? C'est quoi ma perspective d'avenir quand je suis un jeune agent de voyage? Ça veut dire que selon vous, aujourd'hui, il n'y a pas de perspective d'évolution dans ce métier, pas assez? On ne fait pas les efforts pour en proposer. Moi, je milite un petit peu là-dessus pour proposer un contrat un peu différent pour permettre une accessibilité à devenir son propre patron dans les règles et dans la loi, contrairement à ce que plein de gens font et qui se disent travel planner en toute illégalité, mais quelque chose de correct, légal, qui respecte les règles du métier. Je pense qu'on a créé autour de ça, et là, nos métiers vont devenir attractifs. Ça, c'est intéressant. Ça vient en résonance, évidemment, avec ce que disait Jean-Charles, avec ce que disait Jean-Baptiste, sur quelles sont mes perspectives d'évolution dans ce métier. C'est pas très clair, ça reste un peu flou. Et puis, ce que dit monsieur est important, c'est on est dans un métier d'humain. Comment on peut mettre du télétravail dans un métier d'humain? Alors, je vais parler de mon cas perso. Bonjour Alain. Je vais parler de mon cas perso. Moi, j'ai beaucoup de clients qui étaient dans une agence de voyage physique et qui me disent, sauf qu'à 18h, c'est fermé, ou à 19h, j'ai personne. Moi, le client, 7 jours sur 7, 18h sur 24, sur Messenger, WhatsApp, je suis en contact avec lui quotidiennement. Je suis invité chez mes clients et ça va dans le sens de l'histoire. Donc l'agence physique où on donne des brochures, où on lui impose un tour opérateur et on est dispo de 9 à 18, pour moi, c'est pas du vrai contact humain. Oui, Jean-Charles, tu dis que le contact, ça peut être autre chose. C'est pas seulement du physique. C'est de la communication sur les réseaux sociaux, c'est créer une communauté. Moi, je vous dis, j'ai plein de voyageurs qui me disent « Je suis passé en agence, mais les horaires ne me conviennent pas.
Allez-y. Bonjour, Bertrand, fondateur du site On commence lundi, spécialiste emploi tourisme. Juste, je voulais apporter une précision. Je suis d'accord avec plein de choses que vous dites. J'ai noté quelques trucs pendant que vous parliez, juste pour savoir que la France est à la traîne au niveau du télétravail avant Covid, puisque avant Covid, on était au niveau des offres de télétravail à 1,8% de l'ensemble, sachant que l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie étaient plus vers les 5%. Après Covid, on est passé en France à peu près 5% d'offres avec du télétravail, quand l'Allemagne, l'Italie, la France est passé à 14%. Sachant que sur On commence lundi, on a à peu près 16 000 offres que tourisme, et les métiers du tourisme sont un peu différents. On ne peut pas faire de télétravail quand on est cuisinier, par exemple. Donc on va avoir sur On commence lundi à peu près 5% simplement d'offres avec du télétravail, quand la France en compte à peu près 9%. Et dans les 9% d'offres de télétravail en France, vous avez déjà 50% qui sont pour la tech, pour les développeurs, etc. Donc on peut considérer que le télétravail n'est pas si impressionnant que ça en France, même s'il a beaucoup évolué à cause du Covid. Sachant également, et Jean-Baptiste, à un moment tu le disais, que vous avez des offres en télétravail, mais vous avez très peu de recherche des candidats pour des offres en télétravail. Ça représente à peu près 0,7% du taux de recherche d'offres d'emploi. Pourquoi? Parce que pour les candidats, ça semble acquis qu'on ait du télétravail dans les offres, mais on va déjà chercher d'autres critères comme la localisation, l'intitulé du poste, etc., ou les avantages. Et d'ailleurs, on parlait des avantages, je vais essayer de faire court, on parlait des avantages, mais moi je m'aperçois quand même que dans nos offres, très peu d'offres mettent en avant les avantages que vous pouvez offrir, même si vous en avez dans les entreprises. Et sachez qu'une offre... Les entreprises ne savent pas se vendre. Encore. En fait, une offre, c'est du marketing. S'il faut donner envie de venir chez soi, pourquoi je vais chez vous alors que vous m'offrez la même chose de ce que j'ai déjà? Donc voilà, et ça, c'est un petit inconvénient des offres d'emploi. Dernière remarque, Bertrand. Pour terminer, le télétravail, vous avez vu avec Zoom, avec X, qui demande à ses employés de revenir à la maison parce qu'on a besoin de cette cohésion et tout ça. Donc, c'est peut-être pas encore gagné tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez des commentaires, Richard? Je me régale. Parce que je vois qu'on est à la croisée des chemins. Tout est un phénomène d'oscillation. Vous vous souvenez, quelques années, on disait clic et mortard. Maintenant, on est au clic et on n'est plus au mortard. Mais on va revenir au mortard. Parce que les grands acteurs du tourisme français qui ont dominé le clic ont été obligés à un certain moment d'aller au mortard. Parce qu'on avait besoin d'une rencontre. On avait besoin de... Je souscris tout à fait à l'analyse. Mais je reviens sur l'attractivité. Et avec un exemple qui nous touche à tous Français en ce moment. Le championnat, la Coupe du Monde de rugby en France. Quel formidable événement pour les jeunes. Actuellement, ce qu'on voit si on parle avec le monde du rugby, amateur, club de formation, les petits, les jeunes, tout ça... Il y a tellement de présence et tellement de valorisation que d'un seul coup, c'est revenu avec une formidable envie. Donc je dirais, on a quand même une mission, c'est réenchanter. Après tout le bashing qu'on a sur tout, on ne peut plus rien faire. On bouge une oreille, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, bon, c'est un épiphénomène, le télétravail. C'est une corde de plus à notre arc pour faire une corde de plus. Aujourd'hui, c'est normal et légitime que quelqu'un qui bosse a envie à 22 heures d'appeler son agence de voyage pour avoir un conseil. Et si l'agence de voyage n'a pas aujourd'hui les dispositions qu'il faut pour répondre à 22 heures ou un dimanche ou un samedi dans l'après-midi, c'est son problème. C'est qu'il ne s'adapte pas à la situation qui est générée par le monde dans lequel nous vivons. Deuxièmement, attirer les jeunes, les faire venir en entreprise avec tout le mal que tout le monde se donne, la valeur de l'exemplarité. Admettons, les écoles, même si tout le monde doit s'adapter, se moderniser. Dès qu'on est en entreprise, je crois qu'on rencontre le monde du travail. Et avant tout, on rencontre un dirigeant, un animateur qui a un vrai projet. Comme dans le monde du rugby, un vrai projet de formation, et en même temps un vrai projet d'enseignement de valeurs. Le rugby, c'est facile. C'est rigueur, discipline, solidarité et partage. Voilà. Donc c'est aussi une réflexion que doivent avoir, quelle que soit la taille,
les entreprises du tourisme. D'abord, demander aux institutions de réenchanter les métiers, d'avoir un collectif tout confondu, parce que tout le monde prend des claques, le transport, l'agence, la distribution, les offices. Donc, on doit avoir une espèce de solidarité et pas d'égoïsme qui nous cloisonne, mais ensemble d'amener cette aspiration style coupe du monde du voyage, et que c'est possible et que c'est beau, même s'il y en a qui vont dire non, mais il ne faut pas parce que partez en Afghanistan à bicyclette, c'est un peu long, mais bon, il y en a peut-être quelques-uns qui font. Mais après, on rentre dans l'entreprise et on trouve là des mentors. On trouve là des mentors, on est jeune, on sait qu'on va bouger, on nous l'a appris à l'école. Nous, non, on ne nous a pas appris ça, on nous a appris à obéir. La discipline était la force des armées. Après, on a dit, bougez, souvent, vous allez augmenter vos capacités et monter dans les entreprises. Et maintenant, si on est jeune et qu'on rentre dans une entreprise et qu'on trouve des gens qui donnent du sens à la vie, hein, et avec lesquels on sent qu'on a des ailes qui poussent dans le dos et qu'on monte, et que le travail n'est plus le travail, c'est la gamification. Il y a une espèce de challenge quotidien. Je vais gagner, je vais faire quelque chose ensemble, en équipe, grâce à lui. Bon, et un jour, on sort de là. Et puis un dernier mot. Très vite, oui. On ne peut pas amalgamer dans ces problèmes toute la France. Il y a Paris, un bassin d'emploi parisien, il y a les grandes villes dans lesquelles il y a des structures, et puis il y a le reste de la France. C'est vrai. Et le reste de la France, on peut s'isoler, on peut être isolé, on peut être un sniper, n'est-ce pas? Mais on est tous, aujourd'hui, le meilleur des bombardiers avec tout ce qu'on embarque avec Internet pour faire mouche à tout le monde. L'important, c'est le taux de conversion. Que ce soit physique ou digital, c'est le taux de conversion. Ça veut dire le business et la marge. Donc, il y a encore du boulot et on est là pour donner à fond. Merci. Merci, Richard. Ici, madame. Alors, bonjour à tous. Ancienne chef d'agence. Oui. Je vais juste faire part d'une part de mon expérience et peut-être une petite réaction à ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Bien sûr, c'est fait pour. Honnêtement, je comprends totalement le besoin de l'agence de voyage de s'adapter aux besoins de sa clientèle, de suivre les tendances sociales, hein, puisqu'on a une société en pleine évolution avec des besoins qui évoluent en termes d'horaire, en termes d'exigences. Mais je pense que là où il est très important de ne pas lâcher, c'est de réussir à faire le lien entre le besoin du client, mais aussi le besoin des collaborateurs. Parce que au-delà du salaire, c'est clair qu'il reste quand même un élément très important. On a vu au fil des années les avantages qui étaient au départ le fer de lance diminuer, voire disparaître en grande partie. Donc là, il faut quand même s'en souvenir. Mais également, j'ai l'impression que l'évolution en termes de compétences ne se voit qu'en possibilité de devenir chef d'agence et ainsi de suite, et ne tient pas compte suffisamment du développement des compétences, par exemple, transversales, notamment au niveau du digital, puisqu'on nous demande de plus en plus d'être, comment je dirais, très polyvalent et de s'adapter à cette demande de digital. Hein. J'ai entendu vente en direct, la vente traditionnelle et la vente en ligne, d'accord, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut que les compétences des collaborateurs soient reconnues dans leur capacité, par exemple, à animer des travel dating, à faire du développement commercial, ce qui n'était pas forcément attendu au départ et qui souvent crée de la frustration parce que ces compétences ne sont pas prises en compte dans leur évolution d'entreprise. Donc, je pense que c'est vraiment sur ce point-là que je voulais appuyer. Ouais, ça, c'est un point important, le développement des compétences. Merci. Un autre témoignage. Non, quelqu'un voulait réagir par rapport à ce qu'on a entendu ou pas? Dites-moi. Non, c'est bon. Bon, en tout cas, c'est un sujet, je le disais, capital. On va en reparler tout au long de l'année, aux EDV, au CETO. C'est évidemment, ça mobilise aujourd'hui les énergies. Relisez l'article qui est paru dans Tourmac sur l'étude du CDMV. Plein de choses intéressantes, plein de chiffres intéressants. Relisez évidemment Espace pour avoir
toutes les bonnes infos et les bons chiffres sur la formation, les jeunes, le tourisme. Voilà, il y a plein de choses. Et puis évidemment, on se retrouvera, mesdames, messieurs, tout au long de l'année pour parler de ce sujet qui, encore une fois, est capital. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci à vous.